Pour pouvoir aller un peu plus loin, et pour pouvoir aller au bout du projet, d'accord, mon objectif, c'est d'aller avec vous du corpus simple vers l'étiquetage et d'aborder la question de la désambiguïsation. Ça veut dire qu'en même temps, on va aller de A à Z, il y aurait des choses à faire derrière, comme par exemple, tester par rapport à des outils qui existent déjà, pourquoi ne pas faire ça ensuite, essayer de voir si notre procédé fonctionne, aller jusqu'au bout du traitement du corpus, et ensuite aborder la question de la désambiguïsation, des règles lexicales qu'on peut projeter sur un corpus. En même temps, il y a un enjeu modérément technologique, c'est celui qui consiste à optimiser le travail de requêtage sur le corpus pour le rendre efficace. D'accord? Donc, si vous avez fait le travail que je vous ai demandé de faire pour aujourd'hui, félicite, vous avez envoyé un message, vous l'avez reçu. Super. Voilà, l'idée, hein, c'était de savoir si, voilà, parce qu'il est familier avec les notions de dictionnaire, on va une map en X-Query sur les dictionnaires auxquels vous étiez déjà habitués. Donc, on va mettre tout ça un peu en place. Donc, je vais aborder des notions de programmation qui sont plus compliquées que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On va franchir un pas. Et au terme de ce projet, une fois qu'on aura mis en place ensemble donc, la tokenisation, l'étiquetage, la projection de ressources lexicales, ce qui serait intéressant, c'est d'avancer encore d'un pas pour aller vers l'exploration de patterns syntaxiques, hein, l'exploration de motifs syntaxiques à l'intérieur de corpus. Alors, pour commencer, je vais vous montrer le résultat, donc ce vers quoi je veux aller, ce qui vous intéresse. Donc, vraiment, j'espère que vous avez travaillé de votre côté, que vous avez les chakras bien ouverts, et qu'on va pouvoir avancer ensemble. Alors, évidemment, si vous avez des questions, vous me les posez. Si vous ne comprenez pas, vous demandez pourquoi. Et comme ça, on peut balayer complètement tous les enjeux de ce traitement de corpus. Alors, typiquement, on va regarder un peu, il y a des choses pour s'amuser un peu, mais on peut commencer, voilà. Tout simplement pour essayer de voir un peu, alors on va travailler avec Morphalou dans la version intégrale de Morphalou, pas la version réduite au verbe, et on regardera ensuite, tout à la fin, j'espère, on pourra aller jusqu'à l'utilisation de nouvelles ressources lexicales plus efficaces que celles de Morphalou, pardon, même si c'est une super ressource et que c'est très bien de travailler avec elle et que c'est un remarquable travail qui a été fait par les collègues d'orthographe. Je dis ça, je fais attention parce que si c'est pas que part sur les réseaux sociaux, il faut quand même que je fasse attention, mais voilà. Et comment utiliser, par exemple, d'autres ressources pour affiner typiquement la localisation et aller plus loin dans ces projets-là. Alors, je ne sais pas si vous visualisez encore les problèmes, si vous y êtes confronté comme je vous l'ai demandé, si vous avez eu des problèmes pour le faire ou pas. Donc, voilà, on va ajouter tout ça. Bon, là, typiquement, c'est une transformation de Morphalou, voilà, qui s'opère et qui permet de travailler avec une autre conception de programmation, c'est-à-dire qu'on va faire une retransformation du dictionnaire, justement, en dictionnaire, pour permettre, en temps constant, de pouvoir travailler dessus. Un objectif peut être, par exemple, de plaquer la ressource, donc ce qui est en train de se faire en ce moment même, de plaquer la ressource sur, et donc là, ça va être fait en live, sur le corpus, par exemple, le roman de Jules Verne de la Terre à la Lune, et puis d'obtenir, par exemple, une extraction, vous voyez, sur critères morphosyntaxiques, par exemple, là, en l'occurrence, le club est essayer d'isoler les éléments de proposition, voire de travailler sur l'étiquetage lui-même, voilà. Et, par exemple, d'aller faire, moi, un objet qui m'intéresse, j'avais beaucoup insisté avec vous l'an dernier, donc pareil, on tokenise, on étiquette la ressource travail, et puis à la sortie, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'étiquetage pour l'étiquetage, mais c'est d'avoir un objectif. Par exemple, extraire les propositions relatives d'un corpus, les identifier automatiquement, avec peut-être un objectif derrière qui pourrait être d'obtenir une description d'un corpus en termes de noyaux, quels sont les nominaux, quels sont les nominaux sujets, quelles sont les propositions dépendantes, etc. Pour, par exemple, avoir une représentation schématisée d'un corpus, une cartographie de l'information, ou si je suis traducteur, de pouvoir identifier automatiquement selon ma ressource
eh bien, les lieux de la traduction, en français, mettons, et en anglais, et d'aligner automatiquement les corpus à partir de leur description morphosyntaxique. Donc, ce que j'appelle des patterns morphosyntaxiques, c'est par exemple pouvoir détecter dans un corpus tous les éléments qui commencent avec un pronom relatif et qui se terminent au premier verbe conjugué. C'est à peu près ce qui se passe ici. Oui, il y a du bruit, oui, il y a des erreurs, mais ça me permet de déterminer, vous voyez très rapidement, quelques milliers de secondes, des candidats potentiels à l'analyse de la proposition subordonnée relative. Est-ce que c'est intéressant d'analyser les propositions subordonnées relatives? Moi, je dis que oui, à plusieurs niveaux, ça va? Oui, c'est plus. Ah. Donc, c'est ça, on va repartir sur des corpus propres, on va repartir sur une base de données propre, on va utiliser l'intégralité de la ressource, et pas uniquement la ressource verbale comme on l'avait fait jusqu'à maintenant, et on va transformer le corpus. Mais j'ai besoin de vous expliquer plein de petites choses en amont. Donc là, typiquement, vous comprenez l'objectif. Un objectif, c'est celui-là. C'est, tiens, j'ai besoin de faire de l'extraction dans un corpus, mais une extraction morphosyntaxique. Voilà, ce qui m'intéresse, voilà, je veux les propositions, je veux les groupes nominaux, je veux les déterminants, je veux les verbes conjugués. Vous voyez, toute une série de questions qu'on peut se poser. Comment est-ce qu'on fait pour répondre assez rapidement et de manière assez efficace à ce type de questionnement quand on est confronté à un corpus XML tel que celui-là? Donc, on va fabriquer nous-mêmes notre outil. Alors, peut-être que vous y connaissez, il y a des outils qui font déjà ça. Il y a des taggers automatiques. Il y a TreeTagger, par exemple, c'est un excellent outil qui fait de l'étiquetage de corpus. C'est un outil qui montre parfois ses limites. Le jeu d'étiquettes, par exemple, est beaucoup moins important que celui qu'on peut tirer d'une ressource comme Morpheme. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'étiquettes. Évidemment, moins il y a d'étiquettes, plus il est facile de résoudre les ambiguïtés. Alors, je ne dis pas que les taggers, ça paraît facile, c'est pas du tout ce que je veux dire, ça paraît très complexe, à n'en pas douter, mais on peut avoir envie, parfois, d'aller travailler sur d'autres éléments, sur des éléments parfois plus fins, en fonction d'un jeu d'étiquettes plus complexe. On a envie de travailler avec ses propres outils, d'en maîtriser toute la famille de production aussi. Ça peut arriver parce qu'on veut son jeu d'étiquettes, parce qu'on veut travailler avec des outils qu'on connaît, parce qu'on travaille sur des langues qui ne sont pas représentées dans le TreeTagger, ou parce qu'on travaille sur des objets un peu particuliers. La question du style, par exemple, est un écueil sur lequel on se heurte assez rapidement. C'est-à-dire que toute analyse de corpus n'a pas pour objectif que de traiter de l'information. Mais vous vous doutez bien que si on veut travailler par exemple sur le style, sur la métaphore, sur le langage figuré, on se heurte à d'autres besoins que ceux auxquels répondent des outils tout près. Par exemple, si on veut travailler sur l'image, si on veut travailler sur la polysémie, si on veut travailler sur ce genre d'outils, parfois on peut avoir besoin de créer soi-même son outil. Et vous avez vu que le temps de production n'est pas forcément très long. Le temps de fabrication est un peu long, c'est ce qu'on va faire ensemble, mais le temps de réalisation et d'obtention de résultats est suffisamment court pour qu'on puisse travailler ensuite directement sur son propre corpus. Ah ouais, vous suivez à peu près, vous voyez où je veux en venir? Vous comprenez cette idée de détection de patterns, etc. Ouais. Si quelqu'un peut-être, vous pouvez l'ouvrir? Ça va pas frappé? Non? Super. Ok, donc c'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer. Et puis, alors, quels sont les outils dont on va avoir besoin pour programmer donc, un cran au-dessus pour pouvoir récupérer ces objets-là. Ouais. Bon. Le code, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Je vais partir sur des représentations très simples du problème, et puis je vais tout faire pour rendre ça de plus en plus compliqué. Là, vous avez un bout de code au tableau. J'aimerais bien qu'à la fin de cette séance, on ait abordé ensemble tous les éléments qui nous permettront de travailler sur ce type de requête à l'intérieur du corpus STP directement en ligne. Ça, c'est des objets que vous ne connaissez pas encore, donc on va apprendre à les travailler ensemble. Hein, donc, par pitié, bossez derrière. Si vous avez des questions, posez-moi les questions, mais vraiment, ça implique que vous y mettiez. Je peux difficilement, moi, vous donner 40 exercices aujourd'hui sur le corpus pour vous dire, tiens, faites-moi 40 textes. OK? Alors, on va essayer de commencer doucement. D'accord? On va commencer doucement. Et puis, je vais essayer, alors comme ça va très vite aussi, pour moi, dans ma tête, vous m'arrêtez si vous voyez qu'on va parfois
on s'égare, si vous trouvez ça trop facile, vous me le dites. Si vous avez besoin qu'on s'arrête sur une notion, on y va, on prend du temps pour le faire. C'est pas du principe qu'on a quand même une petite notion commune sur X sur Y qui tourne de X. Alors, ce que je vous propose pour commencer et pour manipuler sur des objets communs, la première chose qu'on va refaire ensemble, tout va bien? On va le faire ensemble. Non, vous avez tous les fichiers, sauf toi. Non, je l'ai. Ok. Donc, ce que je vous propose, on va repartir sur corpus et ressources propres. On va repartir sur un morphologie complet et sur un texte de la Terre à la Lune, complètement aménagé pour ça. Donc, moi, je vous montre sur quoi je suis parti et je vous le fais refaire avec moi. Donc, première étape, avant la tokenisation, le moissonnage et la construction de son corpus. Alors, voilà à quoi ça ressemble chez moi. Maintenant, j'ai ici mon corpus propre, en quelque sorte. Donc, vous voyez qu'en termes de préparation de corpus, c'est pas grand-chose. Hein, c'est juste le texte et une grande chaîne de caractères stockée entre deux éléments DB. D'accord? Donc, on va ensemble se doter de la même base de données simple. On va juste récupérer notre texte et le stocker sous forme d'une base de données, soit que vous le fassiez dans une requête, soit qu'on le fasse à la main en allant chercher son fichier. Le seul petit travail de nettoyage que j'ai fait par rapport au téléchargement du texte que vous avez récupéré, c'est que j'ai enlevé toute la partie anglophone qui m'embarrasse constamment. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller chercher et de recréer le corpus. Donc, pour ce faire, ensemble, on fait un DB create. Ça implique que vous vous souveniez où vous avez mis votre fichier. Donc, le plus simple, c'est d'aller voir ensemble où est-ce qu'il se balade. Je ne sais plus. Là, donc je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez, j'ai préparé ici, tout bêtement, le texte de la Terre à la Lune, que j'ai stocké pour l'instant dans un fichier XML tout bête. J'ai enlevé en haut et en bas, c'est la seule préparation de corpus que vous aurez vraiment à faire. J'ai enlevé les parties anglophones des copyrights du début et de la fin pour avoir une version française propre du texte. OK? Donc, on y va. Vous prenez. Normalement, je suis cours à partir de midi dans la salle. Donc, je suis. Je sais pas. Si tu n'y étais pas, moi je peux plus venir ici si tu as comment. Ah bon, normalement, je vais installer dans la salle de 107, mais je peux vraiment dire tu vraiment désolé, mais si tu m'aurais rendu bien volontiers, mais comment ça se fait, c'est pas aller plus loin que ça. Je ne veux pas traiter pour ça. La semaine prochaine, je vais pas. tous les jeudis à partir de midi et jusqu'à 7 Bon, il y a heures. eu un bit sur un débat là. La prochaine, je vais aller. Merci. Oui, c'est pas du tout. Oui, mais bon, faut faire que vous pensiez à résumer les autres, parce que moi, des claviers. Oui, mais c'est pour ça, tu auras la salle. Ça marche. Je suis vraiment désolé. Alors, allez-y, vous récupérez, je vous demande de le faire, vous récupérez le fichier de la Terre à la Lune, d'accord, fichier TXT, vous le préparez très simplement, c'est-à-dire que vous éliminez les parties anglophones qui sont au début et à la fin du fichier, et vous ajoutez les balises DB, DB, début et fin de texte. Faites-le dans un... Ouais, et vous le sauvez dans un fichier XML.
On ne s'occupe pas encore de la partie anglophone, c'est ça? Là, vous l'effacez. Si, Ah, si. on efface. Vous l'effacez, c'est votre seule préparation de corpus. Vous voyez, c'est pas. Donc, le plus simple, c'est soit de se découvrir dans Basics. Alors, il y aurait plusieurs façons de faire. Je pense que le plus simple, c'est plus facile vous-même et que vous prépariez plus. Pour les plus malins, une façon plus élégante de le faire, voilà, c'est de récupérer par requête le contenu du fichier, une fois que vous avez éliminé les parties anglophones, et, si vous le souhaitez, de créer en quelque sorte votre corpus COBOL. De la façon suivante. Là, vous créez, vous voyez, si vous le souhaitez, si vous avez une certaine agilité avec ce que vous faites, vous voyez que vous pouvez, par requêtage, traiter votre corpus directement. Donc, vous pouvez créer votre corpus directement. Donc, je vous montre la procédure, si vous voulez. D'accord? Comme ça, vous s'y faites. Vous connaissez la fonction file read text. On avait utilisé file read text lines parce que je voulais créer une sous-structure et vous faire faire du XPath. Si j'utilise juste la fonction file read, ici, et bien en fait, la fonction file read va me renvoyer une et une seule chaîne de caractères. Vous voyez, si je fais, regardez le tableau, si je fais un count de for$x in file read text de mon fichier vecteur1.txt return$x, si je fais un count, vous voyez que la réponse est 1, ce qui signifie que file read text ne me renvoie qu'un seul élément. C'est un élément texte. Si je peux pas, si j'enlève le count, vous voyez, j'ai accès à mon contenu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Faites votre manipulation, créez votre fichier XML, enlevez la partie anglophone, mettez db/db, et puis je reprends. D'accord? Maintenant, vous vous doutez que si vous avez 50, 100, 1000 romans à étiqueter, vous n'allez pas faire ça 1000 fois. C'est un peu long. On est d'accord là-dessus? Donc, maintenant, comprenez ce que je vous dis. Comment est-ce que je fais si je suis confronté, par exemple, à une bibliothèque? C'est-à-dire, je n'ai pas juste un fichier que je veux étiqueter, mais j'ai toute une bibliothèque. La meilleure façon de répondre, c'est algorithmiquement. Je ne vais pas le faire à la main, donc je vais le faire faire par la machine. Donc, si j'ai une collection de fichiers texte que j'ai obtenus par moissonnage, d'accord, je vais aller récupérer mes fichiers texte. Vous allez me dire qu'est-ce que j'en fais. Alors, est-ce que vous me suivez? C'est bon? J'ai une instruction qui va me permettre de créer mon corpus à partir d'un fichier texte. Et pour ça, il faut rentrer dans une logique algorithmique. Comment je fais? J'ai une instruction qui me permet de lire un fichier. Ah, je peux lire dans mon fichier. Ce fichier, je peux l'intégrer dans une chaîne XML. Rien ne m'empêche de faire ce que je viens de faire ici. Alors, si je fais juste ça, je me souviens, c'est pas protéger, il manque les. Qu'est-ce qui va protéger l'instruction? Voilà, merci, c'est juste pour voir si vous y êtes. Super. Donc, j'ai les accolades. Et là, vous voyez que j'ai, de manière programmatique, très simple, j'ai ajouté ma racine à mon contenu texte. C'est bon?
Alors vous allez me dire, oui, mais si j'en avais 50, comment je ferais? La logique, vous montrez, quoi. D'accord, j'essaye de tout séquencer. Une fois que j'ai fait ça, je veux créer une base de données. Alors, pour créer une base de données, on l'avait déjà fait ensemble, on va utiliser l'instruction db_create, voilà, tout bêtement. La fonction db_create, si vous êtes déjà perdu, on va avoir, reçoit 3 arguments, on fait basics db_create, et on se souvient que db_create reçoit 3 arguments, database, input et path. Donc on a toujours la doc. Pour revenir, on se dit, oui, comment je fais déjà? Là, je suis pas prêt. Comment je fais? Je retourne à ma doc, j'ai db_create. Bon, bah, tout bêtement, ça veut dire quoi? 3 arguments, ça veut dire db_create, je lui donne un nom, je vais l'appeler test style. Vous, je vous invite, vous allez l'appeler terlune2, terlune, comme vous voulez. Okay. Moi, je vais l'appeler, c'est juste pour ceci du test, là. Ensuite, comme argument, le contenu, l'input de la base de données, bah, c'est le contenu transformé du fichier texte. Le chemin de stockage, c'est un nom bidon de fichier XML qui est utilisé pour gérer les connexions des bibliothèques. Et je ferme. Donc, si j'utilise ça, ça revient à faire ce que vous êtes en train de faire à la main, c'est-à-dire, je prends le contenu d'un fichier texte, je le verrouille dans une racine et je crée une base de données. C'est bon? Donc, c'est un moyen automatique de gérer un fichier. On peut utiliser des arguments, vous voyez, à la fin de la fonction, si vous aviez lu la documentation basique, vous verriez que tous les petits arguments qu'on utilise quand on coche ici index des tokens, index plein texte, fresh, stemming, sensible, diacritique, etc., peuvent être passés comme argument à la fonction db_create sous forme d'un objet dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qu'on appelle une map. Une map, qu'est-ce que c'est? Une map en XQuery, c'est l'équivalent d'un dictionnaire en Python. Vous vous souvenez de ce que c'est qu'un dictionnaire, hein? C'est un tableau non indexé qui associe une clé et une valeur. Et c'est un tableau, c'est une logique extrêmement productive en programmation. Donc, je peux utiliser comme argument ici toute une série de maps, toute une série de dictionnaires que je vais pouvoir paramétrer, que je vais utiliser pour paramétrer ma base de données. Dans la documentation, par exemple ici, si je prends, vous voyez, le descriptif de la section options, si je prends full text indexing, par exemple, ça signifie que chacun des sous-éléments, stemming, case-sense, diacritics, language ou stopwords, peuvent être passés dans le cadre de la map comme argument de la fonction. Si vous ne comprenez pas, regardez ici, ça veut dire que tout simplement, j'ai qu'à dire stemming, deux points de chevaux. Ça revient à cliquer sur la petite case pour dire je veux créer, etc. Voilà comment je passe les arguments à ma fonction. OK? Donc, logiquement ici, voilà, je crée ma base de données, et maintenant ma base de données, si je l'ouvre, voilà, j'ai ma base de données ici, et puis je dois pouvoir vérifier les propriétés de la base de données, index de token et index créé. Donc, il a créé ma base de données avec les paramètres directement depuis l'interface, depuis XQuery. C'est bon? Est-ce que vous comprenez la logique?
OK, maintenant, j'avance, c'est bon, j'avance d'un pas pour vous expliquer la chaîne de traitement d'ingénierie, voilà, textuelle. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une bibliothèque, vous êtes en recherche, vous avez un corpus, vous avez moissonné. Vous vous souvenez, moissonner, c'est-à-dire collecter plein de textes. Bon, vous n'allez pas créer votre texte à la main à chaque fois. Enfin, peut-être des gens qui font ça, mais c'est une drôle de façon. Donc, je vous explique, il existe un moyen algorithmique c'est ce que j'ai fait pour commencer, d'accord, pour créer une base de données à partir d'un contenu de fichier texte. C'est ce que j'ai affiché au tableau. Alors, on peut combiner ça maintenant. Attention, j'avance encore d'un pas. OK? J'avance encore d'un pas. J'avance d'un pas. Maintenant, si j'ai plein de fichiers, parce que là, vous allez me dire, je ne vais pas faire ça à la main à chaque fois. C'est un peu bébête. Est-ce que je ne pourrais pas créer mes bases de données d'un coup, à partir d'un répertoire? Alors, c'est là qu'apparaît une fonction qui pourrait vous être utile pour répondre à cette question. Qui est l'instruction FileList. Alors, FileList, c'est quoi? C'est tout bêtement un moyen d'accéder exactement une liste au contenu d'un répertoire. Ce qui est intéressant à vérifier, si je prends ici basique, le résultat, c'est le contenu du répertoire. Et là-dedans, je retrouve mes fichiers TXT qui m'intéressent. Donc là-dessus, je peux trier ma liste. Avec des expressions régulières, comme vous avez fait ce matin. Et je vais pouvoir trier ma liste en faisant, par exemple, un file list et en lui appliquant un prédicat du type qui, dont le nom match TXT. Et ça va m'envoyer le nom des fichiers TXT de mon répertoire. Et donc, vous voyez se mettre en place une chaîne. J'ai un répertoire dans lequel j'ai plein de fichiers. Je veux accéder au contenu de tous ces fichiers. Je veux lire chacun de ces fichiers. Je veux créer une base de données à partir de ces fichiers. Okay? Là, j'ai mon fichier. Donc, une bonne façon de faire consiste, par exemple, puisque je connais mon répertoire de travail, je vais en faire une variable, mettre de la return file list de $. Et maintenant, je peux reconstruire à partir de ma liste le chemin d'accès à chacun des fichiers en concaténant le répertoire de travail avec le nom du fichier. Vous vous souvenez comment on fait pour concaténer? Par exemple, super. FN de .4, c'est pas grave. Tu peux utiliser FN de .4 ou alors tu peux utiliser la double barre, ce qui veut dire coller. Mais FN de .4, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je concatène ici, pour chaque nom de fichier, concat de $, virgule $x, je n'oublie pas de mettre mon slash ici, vous voyez que je reconstruis mon chemin vers les fichiers. À quoi ça sert? Ça sert à ce que je puisse passer cette variable à la fonction fileRead. Magie ici, si je prends file.read de ça, fileRead text, vous voyez que maintenant, grâce à la magie de la reconstruction du chemin vers le fichier, pour chacun des fichiers du répertoire, je peux afficher son contenu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant,
pour chacun des fichiers de mon répertoire, je peux enchaîner, je peux reconstruire une base de données. Vous voyez, j'ai décidé d'être complet avec vous. Vous voyez, maintenant, je crée ma base de données au vol. Enfin, je crée une représentation XML de mon contenu au vol pour chacun des fichiers. Alors, si je suis quelqu'un de consciencieux, si je suis quelqu'un d'appliqué, je vais, par exemple, je peux conserver la trace. Je peux conserver la trace, par exemple, de mon répertoire en attribut de balise, des choses comme ça. Hein, pour me souvenir que ma database vient de ce fichier-là. Je peux voilà. Ce qui, ça. Si je peux faire ça. Attends. Voilà, je peux utiliser un timestamp. C'est jamais mauvais d'utiliser un timestamp. C'est toujours une bonne idée. Et donc là, j'utilise la fonction, vous voyez, current-datetime, qui va me renvoyer en absolu un timestamp dans ma base de données. Et c'est comme ça qu'on sauve au vol des horaires d'enregistrement, des horaires d'accès. Vous voyez? Donc voilà, je vous montre vraiment des façons de procéder qui sont assez propres. Assez propres. OK? Je parle à moi. Public. Voilà. Ça, vous verrez. Ça, moi, je sais qui est présent. C'est bon? Vous avez des questions? Alors, maintenant que je suis capable de construire au vol un répertoire de bases de données, bah, au lieu de l'afficher, bah, vous voyez que pour chaque base de données, je peux réenquiller sur dbcreate, paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3. The question, Arsène? Une note? Une note? Elle va être basse. Alors, vous avez vu, je laisse les paramètres pour l'instant vides. Parce que j'ai un problème. Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que quelqu'un voit le problème auquel je me confronte à vouloir créer des bases de données au vol pour chacun des fichiers? Quel va être le problème? Si je donne ici comme nom, par exemple, T, là, je dis T.xl. Qu'est-ce qui va se passer? Il va l'écraser. À chaque fois qu'il va ouvrir un fichier, il va créer et il va écraser la base de données. Il va ouvrir un fichier, réécraser la base de données et la jeter. Tu comprends pourquoi? Parce que je l'appelle, mettons, terlune. Et en fait, pour chaque fichier qu'il va lire, il va créer une base de données terlune. Comme elle existe déjà, si je regarde ce que me dit dbcreate, voilà. Ça va être le problème. Voilà. An existing database will be overwritten.
Donc, ici, j'ai un petit problème, c'est que moi, je ne veux pas qu'elle soit overwritten à chaque tour. Je veux créer de manière impérative, pour le coup, autant de bases de données que j'ai de fichiers. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de changer le nom de la base de données du fichier à partir de l'input. Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Est-ce qu'on voyez un moyen de faire ça? Oui? On va faire plus simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait, sans parler d'InSquery, sans même parler de programmation, qu'est-ce qu'on pourrait faire tout bêtement? Sachant que j'en ai un, puis deux, puis trois, on peut indexer les fichiers. On peut utiliser un chiffre qui compte les fichiers et on va changer le nom de la base de données en fonction de ça. Pour faire apparaître ce fameux index de fichiers, j'ai qu'à utiliser un compteur de fichiers, et faire réapparaître ce compteur de fichiers dans le nom de ma base de données et dans le nom de la ressource. Concat va être le thème de ma journée. Je vais préfixer toutes mes bases de données. Je vais, mettons, dire travail en SI, underscore, et je vais le concaténer avec de la valeur. Et puis ma ressource ici va s'appeler T. Alors j'utilise l'abréviation concat, c'est la même chose, d'accord? T, concat sur de la N, concat sur .xml. Et donc maintenant, si je fais exécuter ça, ce que je viens de faire, si je vais chercher mes bases de données, vous voyez, regardez ici, j'ai la base de données travail SI1 et la base de données travail SI2. Et voilà comment je vais créer automatiquement, à partir d'un répertoire qui contiendrait 1 million de fichiers, 1 million de bases de données indexées. J'oublierai pas ici de passer en paramètre à ma fonction que je vous ai montré en arrivant. Donc, map. J'oublierai pas de passer ma map. Type, string, true, etc., etc. Et donc, comme ça, au vol, voyez, voilà comment je vais créer, à partir de corpus mentionné automatiquement sur le web, sous forme de fichier texte nettoyé, une collection de bases de données que je vais pouvoir importer dans mon espace de travail. On va regarder maintenant ce que c'est que ces objets match, et on va, alors avant de travailler sur la programmation, maintenant, on va créer la base de données de Morphaloo, d'accord, à partir non plus de l'index des verbes, on va prendre tout Morphaloo. Vous voyez, on a un challenge, on veut récupérer le jeu d'étiquettes qui a été produit par les collègues, et on va l'utiliser comme jeu d'étiquettes pour notre étiquetage. OK? Alors, vous allez le faire avec moi, donc vous avez tous Morphaloo sur vos machines. Vous vous souvenez? Vous l'aviez. Non, c'est TEI, format TEI. Oui, format TEI tout en un. TEI, ça veut dire XML. Tu te souviens, parce que normalement, tu as regardé, et tu as vu que la Text Encoding Initiative était synonyme d'XML, c'est un outil anglophone pour décrire les contenus. Alors, quand vous avez retrouvé votre fichier et que vous l'avez extrait, vous avez ici un fichier qui s'appelle donc Morphaloo.1 underscore TEI.xml. Ok, génial. Alors, attention, vous allez me suivre maintenant. Parce qu'on va quand même, alors ça, je l'enlèverai au montage, on va tricher. Vous vous souvenez, quand on a travaillé ensemble sur Morphaloo,
la semaine dernière, la semaine d'avant, on a dû travailler sur la préfixation. Vous vous souvenez qu'il y a des XML namespace un peu partout, parce que la ressource a très proprement été rattachée au XMLNS nécessaire. Faites attention, vraiment. Une seconde. Regardez, après je vous laisse le faire par vous-même. Quand vous allez créer la ressource, vous allez, comme d'habitude, activer tous les index, comme on l'a toujours fait. Vous allez aller dans Analyse et vous allez activer Supprimer les espaces de nom. Ça va être notre seule tricherie. C'est-à-dire qu'on va supprimer les espaces de nom pour se simplifier un peu les XPath, parce que des XPath tous préfixés en TEI de points ou en beaucoup de points, c'est un peu roboratif. Donc, dans l'analyse, vous allez supprimer les espaces de nom pour qu'on puisse directement travailler en espace dessus. Et vous créez la base de données comme d'habitude. Ce qui fait que vous allez avoir deux bases de données. Une base de données qui va s'appeler Morphalou 3.1 underscore PEI et une base de données qui va s'appeler Perlune2. Voilà. Donc, vous êtes dans la situation où, voilà, vous avez votre outil de création de corpus dans les pattes, vous avez votre ressource. Voilà. On est vraiment prêt à démarrer. Alors maintenant, il faut que vous vous réappropriez la ressource. Alors, c'est la première chose à faire, c'est que pour croiser la ressource, donc on va commencer simplement, je vous dis le deuxième thème, le deuxième chapitre. Du coup, le premier cours, c'était voilà, du web à la base de données, grosso modo. D'accord, vous téléchargez voilà, du texte à la base de données. Okay. Alors, la deuxième partie, maintenant, c'est DixQuery à DixPath au dictionnaire. Première chose, que vous réappropriez votre ressource. Donc, vous allez maintenant me refaire, vous allez me sortir trois XPath dans un fichier propre. Vous allez commencer par me trouver dans la base de données Morphalou, vous allez me trouver l'affiche du verbe être. Voilà, je veux la fiche du verbe être. Sortez-moi la fiche du verbe être. Trouvez-moi l'entry être. Ouais. Dont l'attribut de la liste Oui, très bien. Pas de type égal. Ah, très bien. On a dit que c'était dans. Avant orthographe, il y avait. Oui, on a dit fort, tu as raison, orthographe. Ah. Bon, si je. Et maintenant, égal à être. Non, parce que regarde, si tu continues, alors fais attention, si tu vas dans ce chemin-là, là, tu vas obtenir la liste du dictionnaire. Si tu rajoutes la texte, tu vas trouver l'index du dictionnaire en forme textuelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ORTH, dont ORTH égale être. Sûr. Oui, mais entre crochets, hein, tel que point égal. Alors, attendez, j'ai un petit souci quand même avec ce chemin. Vous voyez qu'il me répond. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, regardez bien, là, il me renvoie le ORTH. Moi, je veux l'entry. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, ça veut dire quoi? En réalité, il faut que je commence à prédire entry. Je veux l'entry dont la forme à taille Patlema, là, sur ORTH. Il y va. Vous le faites, essaye. Mais il y a rien. Il ne faut juste pas avoir peur. C'est prochain.
Ok? Donc, il ne faut pas avoir peur de prédiquer sur prédiquer, etc. Hein, faites attention ici que vous avez une prédication à l'intérieur de la prédication, en fait. Vous avez, mais vous voyez que à partir du moment où je demande entry, c'est bien à partir d'entry qu'il faut travailler. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Entry, project, dont, alors regardez bien, bah, attends que vous parfait, les camarades sont, comment on a mis hier? Je sais pas, il est déjà. Ouais. Ok, regardez, je vais faire l'entry, et lisez bien avec moi, je vais faire l'entry. Donc, l'ORTH qui se trouve dans le paragramme forme dont le type LMA est égal à F. Donc, crochet tel que forme at type égale LMA slash ORTH point égale F. Et là, il me donne la fiche, toutes les fiches qui ont pour lemme F. Bon, les formes fléchies maintenant. Alors, moi, non, on va pas aussi vite. Je veux les formes fléchies de la fiche F. Si j'enlève l'EMA ou si je modifie ça, je perds le lien avec le lemme F. Donc, il faut que j'aille chercher toutes mes alors, okay. Par exemple, je prends F ici, tu vois, regarde. Form type infected ORTH. Donc, à l'intérieur de entry, il faut que j'aille chercher mes formes et maintenant, je veux mes ORTH. Vous vous souvenez, c'était le principe du conjugueur. Là, j'ai repris mon conjugueur. Vous vous souvenez? Tu comprends? T'es sûr, hein? Alors, là, c'est bon? Tu comprends? S'il y a quoi que ce soit, tu lèves la main, tu me dis stop. Ok, vous comprenez l'idée? Donc, une fois que j'ai localisé être, j'ai mon conjugueur à partir de mes formes fléchies, vous voyez? Vous comprenez l'idée? Et alors maintenant, ce qui est magique avec mon système, c'est que, enfin, mon système, avec la logique qui se passe, c'est que maintenant que j'ai une adresse de données, eh bien, je peux appliquer ça, vous voyez, à toutes les formes. Si je veux, par exemple, les formes fléchies de poisson, ben maintenant, je peux non seulement conjuguer, je peux fléchir mes substantifs. Vous voyez, c'est magique maintenant. Ben, c'est magique. Une fois que je tiens un chemin, ouais, une fois que je tiens mon chemin, eh bien, je vais pouvoir aller chercher mes formes fléchies. Bon, c'est ça qui est important. Donc, je peux très bien avoir une petite logique simple ici. Je vais dire, par exemple, l'aide de la liste de points égal, et puis je vais donner une liste, je vais dire aide, poisson, manger. Et maintenant, je peux parcourir mon dictionnaire de manière automatique, pour de la y une de x, return, et maintenant, je remplace poisson par de la liste. Par de la liste. Donc, quelle est l'adresse maintenant? Quelle est l'adresse? Enfin, quel est le chemin vers pose? Quel est le chemin vers le pose de L? Sachant que j'ai localisé entry. Pas tout de suite. Il y a une petite étape avant. Ah oui, ça, Slash for la taille égale lemma. Et ensuite,
Aussi bête que ça. Donc, vous commencez à voir le chemin qui se dessine vers la question de l'étiquetage. Vous voyez, j'arrive à extraire pour un mot donné la nature. Être, en français, peut-être, verbe ou non. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a 2 verbes et un nom. Là, ça m'arrangerait qu'il n'y ait que des valeurs différentes. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il peut être 2 fois verbe et 1 fois non, par exemple. Vous comprenez l'idée? Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'utiliser ici un pré automatique qui existe dans la plupart des langages de programmation, distinct values, qui va me permettre de récupérer les valeurs différentes. Pas la peine de récupérer 1000 fois verbe. Ok, on vient de faire un grand pas maintenant vers notre objectif. Bien. Donc, d'un côté maintenant, j'ai mon texte, ma base de données, Terlune, j'ai ma ressource, et je sais exploiter ma ressource pour aller chercher de l'information dramatique. Donc, vous commencez à voir émerger la possibilité d'un process qui me permettrait de croiser les informations d'une base vers l'autre. Donc, je reviens vers mon corpus maintenant, et on va aborder vite fait, je sais c'est dommage, la question de la tokenisation. Il faut quand même que je vous en dise un petit mot pour que vous compreniez pourquoi c'est à la fois simple et pourquoi on pourrait rendre les choses plus intéressantes. Et même des moyens, moi, de rendre ça plus efficace. Alors, pour la tokenisation, si je vais aller chercher si je ne me pose pas de questions, grâce à l'instruction dv2.get de Terlune, de slash db, puisque vous vous souvenez, c'est vous qui avez créé slash db, on va accéder à notre texte. Alors, si je procède, disons, de manière impérative, vous avez déjà vu ça avec ça, fonctionnel. Si je fonctionnais, je faisais un strip slash, un split sur l'espace, alors ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, je vais travailler sur le texte et je vais utiliser la fonction tokenize sur ma chaîne de caractères. Et donc là, j'ai une opération de tokenisation. Alors, c'est super, mais vous vous rendez compte qu'évidemment, si je me contente de faire un split sur l'espace, je vais avoir des problèmes de ponctuation, de majuscules, etc., etc. Ce qui implique un travail en amont de la tokenisation qu'on appelle la normalisation. Normaliser un corpus, ça veut dire le passer à la ponceuse pour faire en sorte que le texte fonctionne. Regardez tout simplement. Ici, on a trouvé la forme être. Si je cherche non, ici, je trouve les natures de nom, adverbe ou nom commun. Mais si je cherche avec majuscule, je ne trouve plus rien. Donc mon chemin est faussé. Mon lien entre le token du texte et ma ressource est faussé. Donc il faut que je normalise. Vous vous dites, bah, c'est facile, vous avez raison, c'est facile, mais il faut le faire. D'une façon ou d'une autre. Même chose, si je cherche non et que c'est le dernier mot du texte, il y a plein de façons, je sais, de contourner le problème, mais vous voyez que c'est un problème. Donc, il y a une étape qu'on appelle la normalisation. Du corpus. Alors, nous, pour normaliser le corpus, on va faire appel aux ressources d'XQuery pour normaliser notre corpus.
Alors, pour normaliser le corpus, au lieu d'utiliser le tokenize qui est juste introduit de façon Python, on va faire appel à la ressource full text qui va travailler pour nous. Si je fais un ft tokenize, là, j'obtiens un corpus normalisé tokenisé. OK, c'est bien, mais je perds toutes les informations de construction de phrase. Vous voyez, je ne peux pas me contenter en réalité de normaliser à l'arrache tout ce qui me tombe sous la main. Alors, c'est pour ça que on va aller travailler un tout petit peu notre corpus pour aller tout simplement au moins conserver le souvenir de la construction en phrase. Moi, ça dépend un peu de vos objectifs par rapport au texte, mais c'est quand même pas bête de garder dans un coin de nos têtes la structuration en phrase. Trop souvent, on voit les corpus passer à la sulfateuse. J'ai normalisé mon corpus, tout va bien. Je cherche article plus nom, et tu te retrouves avec des choses complètement aberrantes. On va conserver la structure en phrase. Pour conserver la structure en phrase, on va fonctionner de la manière suivante. On va faire appel à une petite expression régulière. Alors, ne faites pas attention à cette syntaxe encore. Ça, c'est rien. On va utiliser l'outil split d'XQuery. Donc, c'est le même outil. Hein. Paniquez pas, c'est comme split en Python. Et on va tokeniser sur les indices de phrases qui sont le plus évidents, sans poser de questions, mais vous pouvez aller plus loin dans le problème. On va utiliser une petite regex toute mignonne, d'accord, qui travaille sur le point d'interrogation, le point d'exclamation et les deux points. Je pourrais rajouter le point virgule aussi. C'est-à-dire garder une structuration qui, dans 90% des cas, obéit à la logique des propositions. Alors, si je fais ça, vous voyez, regardez. Alors, il ne se passe rien de votre point de vue. Si ce n'est que vous faites un peu attention, vous vous rendez compte que tous les points ont disparu. On ne voit plus de points. Voilà. Donc, il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il a tokenisé, c'est-à-dire qu'il a créé une liste. Donc, ça veut dire que cette liste, je peux la parcourir. Je vais appeler ça phrase. Et je vais faire apparaître la structure. Voilà, de cette façon. Et donc là, j'obtiens un corpus très nettoyé. En fait. J'ai ma structure en phrase. Il n'est pas tokenisé, mais j'ai conservé ma structure en phrase. D'accord? Alors, ma structure en phrase, maintenant, je peux la travailler à l'intérieur, justement pour produire un corpus. À l'intérieur de chaque phrase. C'est juste pour vous donner un chemin de travail. Donc ici, ce n'est pas tokenisé. Donc je vais travailler dans ma phrase et je vais tokeniser chaque segment de phrase. Donc ça va se passer ici. Au lieu de renvoyer des phrases, ici, je préserve ma structure en phrase et je fais apparaître la tokenisation normalisée par ici, FP tokenize. Ouais.
Et je vais faire un FT tokenize de chaque phrase. Alors, si je m'arrête là, si je ne fais pas attention à ce que je fais, il va se passer un truc très anglo-saxon, vous voyez le mot mécanicien ici, qui est que la normalisation, de mon point de vue, va un peu trop loin. Je ne sais pas s'il y a des bricoleurs parmi vous, des artistes, des créatifs, des gens qui aiment dessiner, il va y en avoir quand même. Merci. Vous dessinez? Génial. Vous connaissez ce sentiment où vous avez beaucoup dessiné, beaucoup travaillé, et il y a ce petit moment où on a un peu trop travaillé, et ça casse. Voilà. C'est pareil en musique, c'est un truc, c'est en bricolage. En bricolage, tu es là, tu es content, tu es content. Là, je suis allé un peu trop loin. Je suis allé un peu trop loin parce que ma ressource Morphalou, elle est diacritic sensitive. Donc, ça va pas. Parce que si je me contente de tokeniser tout le texte, eh ben, je me retrouve avec un truc à l'anglo-saxonne qui ne correspond pas à mes besoins de corpus. Comme je suis malin, je vais lire ma documentation basique et je vais chercher FT Tokenize. Alors, FT Tokenize, je vous donne le secret, mais faites-le, pas maintenant, mais lisez, d'accord? FT Tokenize, le secret, c'est comme tout à l'heure DB Create, c'est les maps. On peut lui passer des paramètres sous forme de maps. Les maps fonctionnent comme des paramètres, exactement comme pour créer des bases de données. Moi, je veux quoi? Je veux être diacritics sensitive. Donc, je vais créer une map. Ici. D'accord? Ma fonction tokenize. Et donc, je ft tokenize le $phrase et j'applique dessus le map diacritics sensitive. Et donc, en faisant ça, je vais préserver dans mon corpus quelque chose qui embarrasse, qui peut embarrasser, c'est-à-dire, alors, vous voyez, quand on parle de normalisation, il y a des degrés de normalisation. Un corpus normalisé, chez vous, peut ne pas ressembler au corpus normalisé de votre voisin anglais, ou de votre voisin américain, ou de votre ami arabe, parce que le fonctionnement des langues n'obéit pas aux mêmes besoins. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte, parce que si je fais, comme tout à l'heure, que montrer le point, corpus pas normalisé, si je cherche l'affiche mécanicien, évidemment, je vais la trouver. Je peux m'en sortir, c'est-à-dire c'est pas le problème, moi je sais, oui, milliards de gens qui nous écoutent, mais je sais, moi, que je peux faire appel à la bibliothèque du texte et faire un complex mécanicien using diacritics insensitive. Quelle pirouette! Vous voyez, quelle pirouette pour retomber sur mes pattes. Voilà, ce que je fais d'un côté, je suis obligé de le perdre de l'autre, ce que je perds de là. Donc ça, c'est une mauvaise façon de faire. C'est une façon que je ne trouve pas satisfaisante, parce que là, je suis trop dépendant de tout le texte, et je n'ai pas. Je n'ai pas assez les mains dans tout le texte pour se dire. Donc, je préfère avoir un corpus standardisé, vous voyez, avec des accents, que me retrouver à faire des pirouettes pour être bien sûr de récupérer. Donc, mauvaise façon de fonctionner. Je veux récupérer mon corpus modérément normalisé. Ouais. Je peux voir l'expression Là. quand vous avez éliminé les phrases. Là, vous n'avez pas mis la virgule. Non, j'ai pas mis la virgule. Et est-ce que vous pouvez la retrouver dans une analyse M? Non, parce que c'est normalisé. Ah, ok. Ça fait partie de... Voilà, elle disparaît. Ça fait partie de tokenize. Exactement. FT Tokenize, lui, tu as compris tout à l'heure, il passe tout au rabot. Donc, la virgule, tout ça, ça peut faire partie des stories. Tu as raison, tu pourrais retravailler encore plus finement, travailler sur la virgule, le point virgule, etc. Voilà, tu as vu que ça prend pas beaucoup de temps. Donc, ok, ça dépend un peu de mon objectif, de mes besoins. Tu vois, si je travaille en traduction, c'est pas comme si je travaille en mécanique, par exemple, si je veux stocker des données.
je travaille sur le petit mots, de repérer des segments de phrases de la maladie, par exemple, tu vois, et puis je travaille sur la langue poétique de Victor Hugo, où là, effectivement, je suis peut-être un peu plus, tu vois, un peu plus touchy. Si je travaillais sur du corps, c'est ce qu'on fera la prochaine fois, c'est si, voilà, si je vais faire un crawl direct de tout de petits signaux, par exemple, pour chercher une forme d'expression figée, bah, je vais aller chercher et dire un peu. Là, on va reculer de 3 pas. Parce que, à cette étape de la normalisation, il y a un travail qu'on pourrait faire, que moi je peux faire, et que les ressources que je vous donne ne vous permettent pas de faire. On pourrait, par exemple, s'économiser 80% du travail si on était capable de repérer dans le texte toutes les unités, tous les segments figés. Je veux dire, quel est l'intérêt d'étiqueter battre le rappel? Vous connaissez l'expression battre le rappel en français? C'est une expression figée du français qui veut dire on s'en va tous, on fera comme. C'est-à-dire battre le rappel. Là, avec ce que je viens de faire, avec mon étiquetage normalisé, là, je vais avoir battre le rappel. Ensuite, je vais étiqueter battre verbe, le article, rappel substantif. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas faire de le rappel, le COD2. En réalité, battre le rappel est une expression figée. Pomme de terre. Je ne vais pas étiqueter pomme, préposition de, non terre. Je veux dire, si je pouvais gagner un temps et plaquer une ressource où il y aurait toutes les unités polylexicales et les extraire de mon étiquetage, je gagnerais vachement de temps. Il se trouve que nous, de Labo, on a cette ressource. Donc là, on pourrait faire ce travail-là et économiser beaucoup de travail de formalisme par rapport à ce qu'on va faire. Je vous l'épargne maintenant, mais ça fait partie de ce travail de normalisation, tokenisation. Vous voyez, derrière le token, il y a l'idée de l'occurrence. Dans pomme de terre, quelle est l'occurrence? Est-ce que c'est vraiment l'occurrence de pomme? Ah non, c'est pomme de terre. Oui. Est-ce que battre le rappel est une occurrence du verbe battre avec un complément d'objet direct un peu particulier qui serait un animé non humain, le rappel? Il ne s'agit pas de battre le rappel, de tout passer. Non, c'est pas ça. C'est une expression qui veut dire partout. Se rassembler. Donc, à cette étape-là, ce serait intéressant de pouvoir prédétecter toutes les expressions qu'il y a là. Vous me direz, ce champ-là, je peux le faire à n'importe quel moment de mon traitement. C'est-à-dire, si je vais. Ça va? Si j'ai le verbe battre, rien ne m'empêche d'avoir une ressource à côté, de vérifier. Je peux le faire à n'importe quel moment. Mais, gardez dans un coin de vos têtes que là, on est sur un traitement brut. Allez, en route vers la tokenisation. Alors, je vous montre le résultat de ce truc que j'ai appelé tokeniseur simple. Voilà. Comme j'avais envie de plaisanter, j'ai fait une représentation JSON du corpus, pour que vous compreniez que ce que vous faites avec Fabrice Isaac n'est pas au-dessus de ce que nous faisons nous. Il ne faut quand même pas exagérer. Ça va, mettre tout le monde à sa place. Pour voir s'il écoute. OK? Voilà, j'ai fait une représentation, donc, dans un format particulier de JSON qui s'appelle JSON ML, XML, JSON pour représenter mon corpus étiqueté. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, vous voyez, par exemple, vous avez le mot, alors je vais prendre un mot qui existe, c'est plus sympa quand il trouve quelque chose. Voilà, on va prendre guerre. Voilà. D'accord? Donc, j'ai le mot guerre, j'ai particle of speech, là, l'analyse, nom commun, lemme, guerre, ID de référence, c'est la référence dans Morphalou, E30 561, genre féminin, mode, il n'y en a pas, nom, plutôt singulier. Ok, c'est donc un étiquetage. J'ai fait un étiquetage. J'ai été chercher là, donc le temps de la requête, je prends tout Morphalou, je le lis à donner, tu essayais de lire ligne par ligne, et c'est tout à ton honneur. Mais là,
mais vous voyez, je prends tout Morphalou, je prends tout le roman de Jules Verne, je croise les données et j'extrais donc un corpus étiqueté. Tout le monde comprend ce que c'est qu'un corpus étiqueté? Vous pourriez lire ici le roman si vous lisiez uniquement le mot. Là, c'est le mot du texte. Donc, vous pourriez le lire verticalement. Vous voyez, guerre, fédéral, des. Bon, bref, ça n'a aucun intérêt. Vous avez compris l'idée. Vous avez votre corpus. Vous comprenez? Donc, c'est ça, un corpus étiqueté. C'est un montage. Donc, c'est ça, un corpus étiqueté. Faut pleurer. Alors, on va faire ça. Alors, en fait, je me suis amusé à le représenter en JSON-Mail, je perds du temps. Je peux vous montrer ce que ça donne en XML, par exemple. Voilà, ça donne ça. Mais c'est qu'une question de représentation. Vous retrouvez ici, bon, alors, voilà, la, guerre, fédéral, des, bien, États, unis. Alors, voilà la structure algorithmique qu'on va utiliser pour commencer. C'est une structure simple. Et puis après, je vais complexifier un peu le mécanisme pour des raisons purement pédagogiques. Et ensuite, on embrayera sur, une fois qu'on aura posé toutes les bonnes questions sur l'étiquetage, sur l'extraction des motifs syntaxiques avec une structure de programmation comme l'IMLO que je vais vous montrer aujourd'hui. OK? Donc, ce sont les deux grands derniers chapitres qu'on va voir maintenant. D'accord? Mais il faut déjà qu'on avance maintenant dans cette procédure de démonstration. Pour commencer, ce que je vais faire, moi aussi, il faut que je survive au cours. Donc, la structure algorithmique qu'on va utiliser, elle est relativement simple pour commencer. Voilà, toujours simple. Là, j'ai fait un tokeniseur simple, c'est ce que je vais vous présenter. C'est-à-dire, je vais partir d'une forme très simple de mon corpus, sans même préserver ma structure de phrase. Je vais juste prendre mes mots et je vais aller chercher mes natures et mes fonctions dans Morphalo. Donc, la structure, je peux la décrire par une boucle simple. Pour chaque mot de mon corpus, crée une entrée qui stocke le mot la nature, etc. au sein de la donnée. Okay. Alors ça se fait assez simplement. Donc, pour l'instant, je vais commencer. Vous voyez, ce chemin-là va me servir à stocker, en fait, l'entrée de chacune des informations que je veux récupérer. Mais si je prends un truc tout bête, je peux faire quelque chose. Je pense que vous pouvez comprendre que je peux faire un truc comme ça. Je vais le commenter rapidement, mais je pense que ça ne doit pas vous sembler très compliqué. Je prends mon corpus que je tokenise en préservant mes diacritiques. Je ne parle même pas de structure de phrase. Vous voyez, je suis vraiment dans un truc très simple, une logique donc qui est un peu régressive par rapport à ce qu'on appelle la normalisation. Mais ce n'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment on fonctionne. Pour chaque mot, je vais pouvoir stocker sa nature ici, dans pause. Le truc, c'est que si j'en ça maintenant, je vais toujours avoir en commun, puisque j'ai dit que je cherchais le mot mécanicien. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est $X. Je veux l'entrée associée à $X.
je veux récupérer sa nature. Voilà, et j'ai montré avec uniquement une liste de nature. C'est pas tout à fait ce que je veux. Parce que moi, ce que je veux, c'est récupérer, vous voyez, l'intégralité des informations et les intégrer dans un résultat. Donc, mon cahier des charges, ça va être ça. Mon premier cahier des charges, ça va être de créer pardon, je suis resté en Chine. Je vais sortir. Un instant, je vais juste récupérer la pause. Et donc, je vais vous doter d'un cahier des charges extrêmement simple. Voilà, celui-là. Deux choses. Je tokenise mon corpus. Je stocke dans une variable l'entry. Je simplifie. Enfin, puisque je vais chercher plein d'informations différentes, je vais stocker dans $entry le chemin vers mon information. D'accord? Et puis à partir de là, je vais aller chercher dans mon entry les paragraphes pause qui m'intéressent, c'est $pause. Et enfin, je vais les stocker dans une balise auto-close du type mot égale $i, pause égale $pause. Ici, vous avez, pour ouvrir le corpus, vous voyez que j'utilise l'instruction dbget. Je vous invite à faire ça de manière générale. Pourquoi? Parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, tous nos XPath marchaient parce qu'on avait ouvert la base de données. Elle était ouverte dans Basix. Quand on va traiter des corpus de manière automatique sans l'affichage graphique, il faut lui dire où est la ressource très précisément. Donc on va juste le chemin complet, et y compris, tu vois ici, des billets, y compris le nom de la base de données que tu utilises. Donc en l'occurrence, des billets de Morphalut 3.1 suivi du nom, suivi du chemin, jusqu'à la fiche. Alors, peut-être que ça vous déstabilise un tout petit peu, ça. Non, pas, vous me dites. Là. Donc, vous voyez la logique, c'est simplement que par rapport au chemin qu'on avait trouvé ensemble tout à l'heure, j'ai scindé la structure en deux, c'est juste symbolique. Ça va me permettre en fait de pouvoir travailler à partir de $entry pour aller chercher toutes les informations que je veux au fur et à mesure que je veux les répatrier dans mon corpus. Je n'ai pas distinct values, vous vous souvenez, on vient de le voir, c'est ce qui va me permettre de récupérer les deux valeurs distinctes. Les deux valeurs distinctes de nature, distinct values, d'accord, et pas 3 ou 4 ou 5, s'il y avait 4 fois verbe, par exemple. Il y a des mots extrêmement polysémiques, c'est pas la peine d'aller rapatrier à chaque fois s'il y a une entrée. Pour des mots polysémiques, il y a une entrée différente pour chaque nom commun, chaque sens du mot nom commun, pas la peine, le nom commun il est commun. Nom distinct values. C'est bon? Okay. Donc à partir de là, vous comprenez, c'est assez facile d'aller chercher d'autres informations. Donc, j'ai fait le travail pour vous, pour moi, pour nous, parce que c'était vous, parce que c'était moi. Voilà. Et donc, vous voyez, là, je le dis à elle et à vous. Donc,
soit $x ici égale à F. Okay. Je vais récupérer pause, je vais récupérer le M, je vais récupérer le genre, je vais récupérer le I, je vais récupérer le bout, je vais récupérer le nombre s'il existe. J'en profite pour corriger quelques petites erreurs de Morphalo, puisque j'ai constaté que, par exemple, quand il y avait une préposition qui ne précisait pas que le mot était invariable, ce qui est un défaut pour moi, donc j'en profite, je glisse. Si c'est une préposition, c'est invariable. Et je peux récupérer maintenant, pour chaque mot, de la pause, de la maladie, de la bombe, de la rendez-vous. Voilà. J'ai toutes mes infos par fiche ici. Donc j'ai les trois entrées de Morphalo pour être. J'ai les deux parties du discours. J'ai un nom, puisque quand il est nom commun, être sans le S est singulier. Et quand il est verbe, il est infinitif, c'est le mode. Voilà. Si j'avais pris le mot poisson, alors vous voyez, je trouve qu'il peut être verbe, c'est le verbe poisser, avoir la poisse, et là vous commencez à avoir une limite. Hein, statistiquement, on dit que 90% des occurrences de poison, c'est plutôt le substantif que le verbe. Mais il faut aussi être nom commun, c'est deux entrées dans Morphalo, et donc il a bien un nom qui est pluriel, et il a aussi deux modes possibles, l'indicatif et l'impératif, puisque poisser à l'impératif poisson et à l'indicatif poisson. Bon, vous voyez que c'est un excès d'information, mais ok. Vaut mieux être trop riche que pas assez. Vous comprenez la logique? Alors, il y a quand même un petit truc que j'ai oublié d'expliquer, sur lequel je n'ai pas insisté. Quand je travaille Artiola, je sens que vous subissez les horreurs du temps qui passe. Je plaisante. Alors, si je prends par exemple une phrase comme ça, si je prends cette phrase-là et que je veux l'étiqueter en allant chercher des informations sur la nature du mot dans le dictionnaire, le mot poisson, il est lemma ou il est inflected? Il est inflected. Donc, ça veut dire que ma recherche dans Morphalo, elle ne se fait pas sur le lemma, mais elle se fait sur inflected. Parce que ce que je vais chercher à croiser, ce n'est pas des lemmes avec des lemmes, c'est des tokens, c'est des inflected tokens avec des inflected forms. Donc, ça veut dire qu'il faut que je modifie un petit peu. Voilà, il faut que je modifie mon chemin dans la requête. Et c'est pour ça que vous examinez ce que j'avais fait. Vous voyez ici, que j'ai travaillé sur PU Text Body Entry, comme tout à l'heure, form at type inflected, / ORTH égale poisson. Parce que ce qui m'intéresse, c'est plus la fiche dont le lemme est être, mais c'est la fiche dans laquelle une forme fléchie correspond à ce que je vais trouver dans mon texte. Je ne travaille pas sur des lemmes, je travaille sur des tokens. Et les tokens, ils sont inflected. Donc, je suis obligé de modifier mon chemin, enfin de le modifier, c'est le bon chemin à utiliser. Les tokens sont des formes fléchies. Les occurrences dans le texte sont toujours des formes fléchies. Donc, quand je tokenise, je dois tokeniser, et quand j'étiquette à partir d'une ressource de forme fléchie. C'est pour ça que le dictionnaire, souvent, ne sert pas à grand-chose. Le dictionnaire papier, par exemple, pour étiqueter un texte, parce que
on ne travaille pas sur les entrées du dictionnaire. On travaille, vous savez, sur cette notion en linguistique qu'on appelle l'actualisation. Voilà, on travaille sur les formes actualisées. Et en anglais, l'actualisation, elle se traduit par inflected, par cette forme fléchie, la forme voilà, morphologiquement variée. Tu comprends? Tu comprends aussi? Tu comprends? Tu comprends pourquoi je travaille sur inflected? Okay. Donc, j'en reviens ici à mon travail. Donc, du coup, vous voyez que ça commence à faire un peu de texte, mais c'est pas grave. Donc, $entry ici, je peux le traduire en mots courants par je cherche l'ensemble des entrées dont une des ORTH du paragraphe forme tel que type égale inflected correspond à l'occurrence du texte. Renvoie-moi alors tantôt le lemme, tantôt la partie du discours, tantôt le mode, tantôt l'actualité. À partir du moment où j'ai ça, à partir du moment où j'ai ferré mon chemin vers la bonne entry, je peux extraire la partie du discours, le lemme, forme type lemma / ORTH. Je peux extraire le genre qui se trouve dans le grammar group chain. Je peux extraire l'ID de l'entry et je peux extraire le mode si jamais il y est. S'il n'y est pas, il m'enverra une chaîne nulle. Pas grave. Voilà. J'ai dit que je faisais un tokeniseur simple pour commencer. Je ramasse le max et je le mets en forme. Je récupère le nombre. C'est un peu plus compliqué, pas besoin d'épiloguer. Le nombre est un peu plus compliqué à isoler, à me dire, je vais filmer, vous pouvez revenir. Pourquoi? Parce que je cherche le nombre de la forme fléchie. Alors, poisson avec un S, j'ai le paragraphe forme, type inflected, ORTH, poisson au pluriel, genre pluriel. Et c'est ce genre-là, c'est ce nombre-là, pardon, que je veux. C'est ce nombre qui correspond à poisson ONS. Donc, ça me demande un petit peu plus de travail de précision parce que je dois aller chercher type inflected and ORTH égale à la forme. Je suis obligé d'aller retravailler. Sinon, il va me sortir tous les nombres des formes fléchies. Et donc, j'aurai toujours et pluriel et singulier. Hein, si je prends ici, vous voyez, si je prends poisson ici, voilà, et que je lui dis renvoie-moi le nombre, vous allez le constater par vous-même. Donc là, si je renvoie le nombre, il me trouve pluriel. Et vous voyez que si je me contente de faire une recherche sur inflected, et là, je vais me retrouver avec toutes les formes, tous les noms stockés dans inflected. Donc, c'est pas bon. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il va chercher toutes les formes fléchies, et donc il regarde tous les nombres stockés dans les formes fléchies. Et finalement, je trouverai toujours et singulier et pluriel. Donc, pour m'en sortir, il faut que j'aille chercher la forme fléchie qui correspond précisément, enfin le paragraphe nom qui correspond précisément à la forme fléchie que je suis en train de travailler. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, là je récupère toutes mes infos, pour un seul, voilà. Et alors, une fois que je sais faire ça, et bien maintenant, je vais pouvoir appliquer ça à l'intégralité de mon corpus. Et donc, voilà ce qui se passe maintenant dans le texte. Il va chercher, pour chaque mot, chaque information que je lui ai demandé d'aller trouver dans le dictionnaire. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Alors, on va examiner cette structure. Alors, je vais vous montrer un truc qui, moi, m'amuse. Ça ne va pas amuser tout le monde,
mais je ne parle pas de vous. Voilà, je vais m'amuser, moi. Je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez une ressource gigantesque à Morphalou, et moi, je me suis dit, je vais restructurer Morphalou. Alors, ça prend un tout petit peu de temps, et parce que bon, c'était du XML, tout ça, puis c'est tellement has-been, le XML. Oh non, monsieur, c'est génial, le XML! Ok, donc j'ai dit, je vais restructurer tout Morphalou. Voilà. Et je vais le restructurer sous forme d'une grande map, mais attention, pourquoi je le restructure? Parce que Morphalou, comme vous me le faisiez remarquer, ici, tout à l'heure, ouais, c'est pas pratique, c'est classé par lemme. Moi, j'aimerais bien un Morphalou classé par impact platform et récupérer toutes les impact platform. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. J'ai fait une grande map. J'ai fait un grand dictionnaire qui va stocker toutes les infos. Ce qu'on fait une map. Donc, ça sert peut-être pas à grand-chose, je suis assez d'accord avec vous, mais ça vous montre que la map est un outil cartographie de données qui travaille un peu particulièrement. Alors, pourquoi on a besoin de travailler avec des maps? Alors, la réponse, elle est toute simple. Elle vous concernera assez vite, c'est la performance. En Python, comme en XQuery, en réalité, les maps ou les dictionnaires sont des objets qui ont la particularité de travailler en temps constant. C'est un drôle de truc en temps constant, mais bref, ça veut dire que derrière l'algorithmique dictionnaire, il y a une reconfiguration mémoire-processeur qui fait que les maps travaillent en temps constant. Et quand on a besoin de performance, on travaille moins. Voilà. Et donc, il faut rentrer dans cette logique de maths, et il faut que je vous en parle. Vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, je vous ai montré une façon de travailler qui est très bonne. Ce que j'ai fait avec vous, là, c'est très rapide, c'est très efficace, très bon. Et j'ajoute un ingrédient qui est la structure logique de la map. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une map? Comment ça fonctionne chez nous, chez moi? Vous allez voir, c'est mieux qu'en Python. Mais pour ça, il faut déjà comprendre l'objet. Alors, on va regarder ce que c'est qu'une map. Alors, on a commencé à en voir quelques-unes. Vous voyez, là, on en a une. C'est ça, une map. C'est juste ça. Donc, on peut se faire des maps comme ça, juste pour le kiff. On va se faire une map. On va dire map. Clé de valeur. Et vous voyez que Basics accepte cette structure logique. Si j'ai deux maps, je me retrouve avec deux maps. Les maps sont des unités très simples. Hein, clé, valeur, clé, valeur. C'est la même logique que le dictionnaire Python, c'est non indexé. Ces maps peuvent être je ne sais pas si on peut, si ça marche. Alors, les maps comme ça sont des outils séparés, sont des petits nucléus. Alors, il existe une série de fonctions que je vous ai demandé de lire pour aujourd'hui. Normalement, je ne suis pas sur un terreau totalement vierge. Hein, vous avez vu qu'il existe un ensemble d'instructions qui sont liées aux structures de maps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les maps peuvent être réunies dans une seule structure de données à travers l'option map merge. De sorte qu'une variable peut stocker mes tableaux. C'est à ça que sert l'instruction map merge.
Alors, on peut essayer de regarder un peu comment ça fonctionne en essayant de combiner la programmation XQuery et la logique du dictionnaire. On va essayer, on va faire un tout petit truc ensemble, on va dire par exemple, $R. On va juste faire vérifier, voir ce que ça fait. Voilà, donc j'obtiens ici une suite mystérieuse. Pour chaque résultat, je vais constituer une map de la façon suivante. Et j'obtiens une collection de maps. Chaque map représente une logique clé-valeur. C'est bon? Cette logique-là peut m'amener à créer un vrai dictionnaire grâce à MapMerge, et donc à retrouver un outil que vous connaissez déjà, qu'on a beaucoup utilisé en Python, qui est le vrai dictionnaire, vous voyez, avec sa collection d'informations. Et alors, ce qui est sympa ici, c'est que maintenant, je vais pouvoir regarder mes clés-valeurs d'une mousse. Ah ben si, elles sont toutes égales. Parce que j'ai pas fait l'opération. Ok. Voilà. Donc ici, j'ai bien mon dictionnaire qui contient sa sa valeur. Et alors, ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir questionner ma donnée sous la forme du point d'interrogation suivi de la clé. C'est-à-dire, quelle est la valeur associée à la clé en tête. C'est économique. Pas très fort du tout. C'est beau, c'est clair, c'est élégant. Alors, là où ça devient encore plus intéressant de mon point de vue, regardez, je continue à vous faire la démonstration, d'accord, du fonctionnement de map. C'est que vous le savez, hein, si je ne fais pas de map merde, on va regarder rapidement comment fonctionne un dictionnaire, en fait. Quand on a un dictionnaire comme celui-là, vous savez que à une clé, je peux associer, comme en Python, une sous-série de dictionnaires, une sous-série de maps. On peut imaginer, par exemple, d'associer à la clé ici de $X une nouvelle map au hasard pose mais $X plus URL. Par exemple. Alors, ici, je me retrouve donc avec une série de clés, 1, 2, 3, 4, associées à une sous-map, qui ont elles-mêmes une clé, poste, et une valeur, en l'occurrence 2, 4, 5. Si je fais un map merge de mon ensemble de clés, et que je regarde la valeur de 34, par exemple, je retrouve mon sous-tableau post 68, de sorte que l'expression R, point d'interrogation 34, point d'interrogation pose, me renvoie la valeur de 68. Et c'est une façon extrêmement... C'est ce que j'expliquais aux étudiants de M1. Je les aime moins que vous. Hein. C'est ce que j'expliquais aux étudiants de M1.
c'est que moi, quand je fais des trucs comme ça, j'ai des bruits dans ma tête. Et quand je fais par exemple des maps, ça fait. Un peu quand je fais du X-Path, ça fait. Et c'est plus mécanique. Ça fait. C'est comme ça. Ça fait. Voilà. Quand je fais les stémas, ça fait. Si, à l'intérieur de ma masse, je continue par exemple à associer et que je regarde, avant de faire un map merge, le résultat. Vous voyez que la map va me permettre de stocker, en fait, un ensemble. Ça commence à ressembler à quelque chose que vous connaissez. Ça commence à ressembler à du JSON. On rentre dans une logique, qui est une logique de dictionnaire. Voilà, c'est parce que c'est l'essence même du. Si je fais un map merge de cette nouvelle collection de sous-maps, vous voyez que chaque sous-map commence à ressembler à un grand tableau complexe en JSON. C'est cool. Vous voyez? Ce qui fait que maintenant, dans mon dictionnaire, si je cherche la clé lemme de la clé 34, j'obtiens coucou. Si je cherche la pose de 34, j'obtiens 68. Donc vous voyez que la logique de la map a à voir avec tout ce qu'on fait. C'est une logique d'adressage de la donnée et de chemin vers la donnée. Mais vous voyez que la map a une certaine élégance d'expression qui nous sort en quelque sorte de la grosse sémantique XML. Et ça commence à vous habituer à un truc qui est extrêmement compliqué et qui est extrêmement dur à percevoir et qu'il va falloir que vous assimiliez, mais quel que soit le langage de programmation auquel vous destinez, vous avez l'unité de stockage, la base de données, avec sa représentation des informations, en l'occurrence XML. Et vous avez, vous, votre structure, votre implémentation logique d'extraction d'informations. Et votre structure, votre tête, doit être faite de croisements de données de type dictionnaire. Vous avez l'adresse des données, vous avez le chemin vers la donnée, et donc vous croisez les structures logiques. Donc, voilà. Alors, si par exemple on veut modifier la représentation, parce que c'est jamais une question de représentation, de Morphalou, eh ben, ça peut sembler très ambitieux pour une base de données de 700 mégas, mais cette base de données de 700 mégas, en réalité, bon, bah, c'est juste 18 chemins répétés 1 million de fois. Vous voyez? Donc, on va pouvoir, et c'est ce que j'ai fait ici, donc ça, je ne demande pas de l'apprendre, juste de le suivre avec moi en disant « Ah ouais, quand même, il a préparé le cours, on va l'écouter avec enthousiasme. » Voilà. Je vais prendre ici, comment je vais faire pour faire une structure de forme fléchie? Eh bien, c'est pas compliqué. Je vais aller chercher. Bon, je faisais sur le. Ouais, moi j'aurais pu le faire sur les formes fléchies. Pas grave. Comment je refais mon dictionnaire? Je me fais un index. Je me fais un index, un glossaire de toutes les lettres. Et ensuite, pour chaque terme du glossaire, je détermine chaque entrée associée au terme du glossaire. J'isole les informations qui m'intéressent, et c'est là que ça se passe pour vous. Je vais chercher toutes les formes fléchies, et j'en fais une map. Alors, voilà, c'est ici que j'ai été chercher ma forme fléchie. Je parcours toutes les entrées du dictionnaire, pour être sûr de ne pas me tromper. Pourquoi? Parce que je vais vouloir associer chaque forme fléchie à son lemme. Hein, je change la logique du dictionnaire. C'est plus le lemme vers la forme fléchie, c'est la forme fléchie en paire. C'est-à-dire, je veux somme CR, suis CR, est CR, poisson au pluriel, c'est poisson, le lemme, etc. Vous voyez, je veux changer la logique du dictionnaire.
Donc, je parcours tout le dictionnaire, j'isole les 4 informations, toujours les 4 mêmes qui m'intéressent. Et maintenant, pour chaque entry, je vais aller chercher toutes les formes fléchies. For $y, in $entry, / format type infected, /ph, /text. Et je vais retourner ça sous une forme de map, exactement ce qu'on vient de faire ensemble. Map, forme fléchie, $cause, $len, $id, $new, $number, $genre. Et ça me donne un dictionnaire entièrement recombiné. Le temps d'exécution pour le faire est, bon, sans être hyper bluffant, vous voyez, on est sur du 11 secondes pour restructurer l'intégral, restructurer et simplifier l'équivalent de à peu près 700 mégas de données, texte. C'est pas faramineux, c'est pas mal quand même. 10 secondes pour tout restructurer, je vous assure, c'est pas mal. Et du coup, j'ai un vrai dictionnaire qui, à moi, me sert à quelque chose, puisque maintenant, je ne vais plus aller chercher chaque forme fléchie une par une, mais je vais utiliser ma map. C'est par exemple comme ça que peut fonctionner l'étiquetage ici. Alors, vous allez voir, l'étiquetage, je ne vais même pas aller chercher. Voilà. Ici, l'étiquetage, vous voyez, on a un temps d'évaluation de 7500 de 7 secondes. Pour faire un étiquetage, c'est plus rapide que notre tokeniseur simple tout à l'heure, avec une tokenisation par phrase et par mot. Comment est-ce que je fonctionne maintenant? Alors, si je vous montre le code, eh bien, en fait, je fais exactement ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que ici, la variable $morphaloo, c'est le copier-coller du code que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que pour chaque fois où j'exécute la tokenisation, je procède à la restructuration de morphologie sous forme de map. Et ce sont les maps que je croise avec ma tokenisation. Le tout en 7 secondes. Donc, vous voyez qu'en termes de performance, c'est plutôt pas mal. Parce que imaginez, au lieu de restructurer Morphalo à chaque opération, je stocke en dur la map, je travaille sur la map stockée, je vais pouvoir diviser encore par 2 le temps d'exécution, je descendrai à 3 secondes pour étiqueter l'intégralité du roman de Jules Verne. On vous dira, ah, mais t'as 1000 romans à étiqueter, tu te rends pas compte, c'est compliqué, etc. Vous êtes de l'ordre de 3000 secondes. 3000 secondes. Ça va. Pour étiqueter 1000 textes. Faites coucher sur le. Ok. Vous voyez un peu l'idée? Alors, je vous montre ça pour illustrer, si vous voulez, cette idée que la map est un objet que vous allez devoir vous approprier si vous voulez aller progressivement vers du professionnalisme, vers de la performance, vers du gain de performance, du gain de productivité. Pour terminer encore 10 minutes, je vais vous montrer une exploitation de ça. Et ça va nous mettre sur le chemin du dernier chapitre, vous vous souvenez, la désambiguïsation. Je ne dis pas que je vais désambiguïser mon étiquetage. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'ambiguïté déjà? Tu ne peux pas dire de bêtises. Dis un truc, je serais content. Vas-y, je serais content. La polysémie, voilà. Quand tu te retrouves. Oui, mais tu vois l'ambiguïté. Tu vois, quand je prends mon truc ici, là, tout bêtement, c'est plus que. Tu vois, ici, j'ai déterminant ou pronom. Voilà. Ou là, j'ai common noun, adjective, proposition, adverb, verb.
Donc, je ne peux pas en faire grand-chose en réalité, parce que je vais me retrouver avec un truc tellement ambigu, il y a tellement de bruit, ça s'appelle du bruit, que bah, je ne peux pas trouver le chemin. C'est clair pour tout le monde, ce que j'appelle l'ambiguïté? Ça, c'est de l'ambiguïté. Donc, désambiguiser, ça veut dire trancher. Il y a deux moyens. Enfin, le vrai moyen de trancher. Non, l'organisation, c'est graphique, c'est le début. Là, on est après. On a étiqueté, maintenant, je voudrais être sûr que pendant est bien vu comme une préposition, et pas comme un nom commun, ou comme le verbe pendre. Alors, pour ça, il y a deux moyens de faire. Il y a un moyen intelligent, c'est de faire des règles. C'est-à-dire de faire des règles, de dire quand le est devant un adverbe, mais il est forcément article. C'est curieux. Mais le très jeune garçon, quand le est devant un adverbe, eh ben, le est toujours article. Quand le est devant un verbe, il est pronom. Je le mange, je la vois. Quand la est devant un adjectif, la belle jeune fille, la forte jeune fille, il est article servi. Ça, c'est des règles. Et donc, on va examiner encore plus et on va faire des règles pour dire. Un autre outil qui est très utile, c'est les fréquences statistiques. C'est-à-dire qu'il y a des mots comme pendant, on sait qu'à 90% des emplois, statistiquement, il est préposition. Alors, il y a un chercheur qui a fait le travail de faire des fréquences statistiques et de créer un tableau que je vais vous montrer. Voilà. Donc, que j'ai récupéré, que j'ai stocké, je vais aller chercher. Voilà, c'est ça. Alors, si j'ouvre son tableau, voilà, j'ai ça. Sur les 293 000 occurrences, A est majoritairement préposition, abandonné essentiellement verbe, abattre, abri, absence, accepter, achever, âge, A, interjection, aide. C'est peut-être des bruits auxquels vous ne pensez pas, mais il y a des mots comme ça qui, déjà, toujours préposition. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est le rapport clé-valeur, donc, conjonction, donné, verbe, donc, pronom, etc. Et ce travail a été fait pour le français. C'est intéressant, il y a 1700 mots, je crois. Mais avec 1700 mots, on réduit déjà le bruit de 80%. C'est énorme. Si je fais le compte sur là des mots qui ont plusieurs étiquettes grammaticales de la Terre à la Lune, j'ai 31 000 mots. 31 000 mots. Je crois que le total du corpus, c'est 80 000. C'est-à-dire qu'il y a 31 000 mots flous. Sur ces 31 000 mots, il y en a 27 000 qui sont dans cette liste. C'est toujours les mêmes problèmes, en fait. C'est ça, le truc. Vous avez compris? Bon. Ouais. Oui, mais une fréquence, c'est bien, mais quand c'est vraiment tendant et pas la proposition. On est mal. On est mal. Il faut revenir aux règles. Il n'y a pas de recette magique. C'est un peu la fin déceptive de ce cours, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Donc, mais par contre, c'est quand même un petit indice à garder en tête. D'ailleurs, quand moi je vais faire le job, voilà, je vais intégrer les fréquences lexicales dans Morphalou. C'est ce que je fais ici. Donc, tu vois, je récupère la ressource ici et je vais la croiser avec Morphalou et je vais faire un étiquetage qui va intégrer ça. Mais tu vois, je suis pas fou. Je vais garder l'analyse grammaticale de Morphalou et je vais ajouter quand il y a une ambiguïté, tu vois ici par exemple, quand il y a une ambiguïté, tu vois ici c'est le mot pendant, quand il y a une ambiguïté comme celle-là, je vais aller chercher poste et là je vais le nourrir avec la nature statistiquement la plus fréquente. Mais je me garde de bien d'éliminer tout le reste. J'ajoute juste une information dans mon corpus que je pourrais utiliser si ensuite je me lance dans des patterns syntaxiques du type j'aimerais bien préposition plus non. Ben là, je sais que j'ai un bon candidat à être préposition.
mais je ne dis pas, je garde la trace que c'est peut-être faux et je saurai pourquoi. Parce que l'ambiguïté est là. Donc ça veut dire qu'il y a pas que je fasse un travail de rêve à un moment où je suis obligé. Mais la fréquence statistique, je vais l'intégrer ici. Ok? Tu vois l'idée? Bon, alors maintenant, pour illustrer ça, donc je vais vous montrer comment je fais pour travailler avec la ressource CSV qui est disponible sur Eduscol, si la chose m'intéresse. C'est Eduscol qui a mis en ligne cette liste de fréquences lexicales qu'on s'appelle Eduscol. Ici, vous regardez fréquence statistique lexicale dans Eduscol. Vous l'avez dans Eduscol? Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble la ressource en CSV. Donc, voilà la ressource. Vous reconnaissez quelque chose que vous connaissez déjà. C'est du CSV. Et c'est pour ça que c'est ouvert dans le tableur. C'est un grand tableau. Alors, comment je vais l'expliquer le tableau? Ben, moi, ma logique par rapport au CSV, ben, ça va être une logique de map.